Vous écoutez un podcast cinéma du Centre des Arts d'Enghien-les-Bains. Bonjour à tous, bienvenue à cette séance des graines du figuier sauvage. Merci à vous d'être venus aussi nombreux pour découvrir ce film qui est assez important, qui a beaucoup fait parler. Il a été présenté en mai dernier au Festival de Cannes et la situation du cinéaste était à ce moment-là assez critique. Je vais vous la retracer. Mohamed Rassoulov fait partie d'une génération intermédiaire du cinéma iranien. Il est né en 1972, il a un peu plus de 50 ans aujourd'hui, 51 ou 52 ans, je ne sais plus exactement. 52 ans, voilà, si on fait le calcul mental. Il a commencé à tourner au début des années 2000. Il a reçu le prix Un certain regard en 2017 pour Un homme intègre. Qui a été le film vraiment de la révélation, qu'il a mis au centre de l'attention internationale en quelque sorte. Et c'est en Iran un cinéaste clairement dissident qui a tourné plusieurs films clairement en opposition au régime. À la République islamique, des films assez critiques, souvent qui utilisent la parabole, l'allégorie, comme beaucoup de cinéastes qui ont affaire à la censure, etc. Rassoulov a beaucoup œuvré dans ce sens-là, notamment, peut-être que vous l'avez vu, c'est un film qui était sorti il n'y a pas si longtemps, Le diable n'existe pas, qui était un film à sketch en 3 épisodes, avec des histoires à la fois ancré dans une forme de réalisme social et tirant sur la parabole, sur l'allégorie. Mohamed Rassoulov, avec son collègue Jafar Panahi, par exemple, et d'autres, font partie des cinéastes qui ont été régulièrement intimidés, persécutés par le régime en place. En l'occurrence, Rassoulov a fait plusieurs séjours en prison, d'un an et demi. Et après avoir tourné ce film-là, au moment, il était en procès au moment où le film est tourné, et l'annonce de la sélection du film à Cannes coïncidait avec le procès en appel. Voilà, il était en appel par rapport à un jugement qui avait été édicté sur lui peu de temps auparavant. Début mai, on apprend, début mai 2024, on apprend qu'il est condamné en appel à 8 ans de prison. Seulement 8 ans de prison, donc c'est une peine beaucoup plus lourde que celle qu'il avait déjà purgée auparavant. C'était des peines pour propagande, atteinte à la sécurité de l'État, intelligence avec l'ennemi, espèce de climat extrêmement paranoïaque du régime en place qui essaye de museler les artistes le plus possible. Le cinéma iranien est une cinématographie très riche, très vaste, avec une longue histoire, et de longs rapports compliqués avec les régimes successifs. Et ici, la peine est lourde, 8 ans. Alors, c'est 8 ans de prison, avec confiscation des biens, et fustigation, c'est-à-dire des coups de fouet. Donc, châtiment corporel, on apprend ça début mai. Le film est sélectionné en compétition à Cannes, et le festival commence le 14 mai, je crois, et 2 jours avant, Rassoulov s'évade. Il quitte l'Iran de nuit, il passe la frontière de manière totalement clandestine. Et là, on perd sa trace pendant quelques jours à mesure que le festival de Cannes commence. On ne sait pas du tout où est-ce qu'il est, où est-ce qu'on peut le localiser. Et tant mieux, parce que, évidemment, dans ces cas-là, les services secrets sont à ses trousses, il est en grand danger. Et on a appris peu de temps avant la présentation du film qu'il était arrivé en Europe, installé à Berlin, auprès de sa fille qui était déjà basée à Berlin, faisait ses études là-bas. Et il a pu arriver la veille à Cannes pour présenter le film. Il a monté les marches. Donc voilà, c'est pour vous resituer un petit peu le contexte très particulier de ce film, de ce cinéaste persécuté, et là qui était en grand danger. Et ça, il a quand même, maintenant il est en sécurité, il a pu présenter le film comme il se devait, et donner des interviews. Il a beaucoup parlé dans les médias, etc. Donc ça, c'est une chose.
Le film, il est intéressant à plus d'un titre, on va le voir, on va le déplier de toute façon comme on le fait à chaque fois après l'avoir vu. Pour les courageux, c'est assez long, hein, il fait presque 3 heures, 2h40, 45, je sais plus. Voilà, donc pour ceux qui ont le courage, la force de rester après pour en discuter, je pense qu'il y aura beaucoup de choses à dire et on va livrer une analyse du film. Simplement, avec ce film-là, Rassoulov est moins dans... comment dire, va se prêter beaucoup moins à ce qui était son régime allégorique, voilà, un peu poétique des films précédents. Il va s'intéresser, il va prendre un cadre qui est assez stratégique dans la société iranienne, c'est celui de la famille. La famille, à la fois socle de la société, élément primordial des structures sociales, mais aussi zone tampon entre l'intérieur et l'extérieur, c'est-à-dire entre le foyer et la rue, et donc un lieu où se forment les dissensions, les clivages, et où commence à naître un sentiment politique, et où se reflètent aussi beaucoup, je dirais, les oppressions et les blocages politique de la société. Hein. C'est une cellule qui est un bon lieu d'observation pour Rassoulov. Et vous allez voir qu'avec ce film, bon, pour ceux qui auraient vu ces films précédents, ou pour ceux même qui vont un peu voir les films iraniens, parce qu'on en reçoit un certain nombre en France qui sont distribués, vous allez voir que ce film de famille, au sein d'une famille, d'un cercle familial, je ne vous dis rien sur l'intrigue, rassurez-vous, vous allez la découvrir, mais... s'apparente à ce qu'on a pu beaucoup voir dans le cinéma iranien ces derniers temps, avec par exemple un film comme Leila et ses frères, ou une séparation de... alors le nom m'échappe pour l'instant, voilà, je vous les citerai après, mais il y a toute une génération, tout un groupe de cinéastes iraniens qui se sont beaucoup penchés, beaucoup intéressés à ces portraits de famille en immersion en quelque sorte, une plongée comme ça dans ce cercle assez particulier, et on va décortiquer petit à petit tous les dysfonctionnements, toutes les zones de clivage qui reflètent évidemment les blocages de la société. Voilà, donc je vous souhaite une bonne projection. On va se lancer dans le film et puis on se retrouve après pour en discuter tous ensemble. Voilà, bon film et puis à tout à l'heure. Alors déjà quelques indications d'ordre pratique, concrète. Le film a été tourné dans la plus complète clandestinité, hein, absolument pas un tournage officiel. Il a fallu ruser, cacher, donner de fausses déclarations pour prétendre qu'on tourne un film institutionnel ou des choses comme ça. Il a été tourné en l'absence de Mohammad Rassoulov qui dirigeait le tournage à distance. On comprend bien qu'il ne pouvait pas vraiment être présent au milieu d'un tournage vu les peines et les condamnations qui pesaient sur sa tête et la surveillance intense du régime à son endroit. C'est une coproduction européenne qui est pilotée, réalisée à distance avec au jour le jour le transfert des images tournées dans la journée directement en Europe pour qu'elles soient récupérées sur place et avec un engagement assez puissant des acteurs. Hein. Ça a été d'ailleurs difficile de réunir une troupe d'acteurs qui acceptent cette clandestinité-là à l'intérieur de l'Iran, de Téhéran, pour pouvoir tourner ce film dans des conditions alors rocambolesques d'une part, si on peut utiliser ce terme, en tout cas extrêmement précaires, fragiles, et pourtant le film tient. Donc je pense qu'il faut avoir ça en tête quand on voit ce film. C'est une vraie œuvre de dissident, une vraie œuvre arrachée aux circonstances en quelque sorte, hein, puisque évidemment la théocratie, le pouvoir iranien était très hostile à ce que pouvait tourner Rassoulov. Voilà, donc déjà ça pose un petit peu le cadre de ces conditions. Évidemment, d'opérer à partir de coproductions étrangères, européennes, occidentales, ça ne fait qu'alimenter
l'œil mauvais que le pouvoir pose sur Rassoulov, qui selon les accusations qu'on en fait, est un agent de l'étranger, un vecteur de propagande de l'Occident, etc. Enfin bon, évidemment, tout ça s'inscrit dans le tableau général. Alors, je vous avais dit que Rassoulov était il a même parfois été critiqué un peu pour ça, était un familier de la parabole. Il aimait symboliser ses films, les inscrire comme ça dans des formes de fables avec des figures allégoriques. Là, on est plutôt rassuré parce que la parabole est contenue dans le petit texte qui nous est donné avant que le récit s'enclenche, et que celle du titre, en fait, les graines du figuier sauvage, la façon dont croît cet arbuste, le figuier sauvage, en étouffant le substrat sur lequel il pousse, la plante sur laquelle il pousse, cet étouffoir, contient la parabole du film. C'est ce qui va nous être décrit à travers cette cellule familiale, une situation complètement étouffante où, pour tenir, cette famille n'a d'autre choix que de s'étouffer elle-même pour que croisse le pouvoir patriarcal, etc. Alors, plusieurs choses sur le film. Alors, le film est une réaction à chaud, on le voit, c'est assez intéressant, on pourra développer là-dessus, une réaction à chaud au mouvement Femmes, Vie, Liberté, mouvement de manifestation, de protestation qui s'est étendu dans les rues de Téhéran et dans tout le pays, suite à la mort d'une étudiante en détention policière, chose que le film évoque très clairement d'ailleurs, Donc ça a éclaté au sein de la jeunesse avec plusieurs relais à l'intérieur du pays. Et ça s'est manifesté par des jeunes femmes, des étudiantes qui retiraient le voile dans la rue, puisque là d'où tout est parti, cette jeune fille qui est morte en détention avait été arrêtée pour une tenue non conforme au code islamique, etc. Donc au code vestimentaire que font respecter les gardiens de la Révolution. Donc ça c'est un petit peu le cadre. Ce qui est intéressant avec le film, c'est un des traits importants, c'est qu'il construit une fiction qui est une réaction à chaud et qui va intégrer comme ça des images prises sur le vif, des images des manifestations, des violences policières. Il va intégrer toute cette matière qui est une matière documentaire, qui vient contrecarrer un petit peu et ouvrir ce qu'est la nature de ce film. C'est un film clandestin, tourné sous cloche, caché, couvert, dans une sorte de séparation un petit peu de la réalité. C'est beaucoup un film d'intérieur, et on comprend pourquoi, il y a plein de raisons pour ça. Et puis, quelque part, l'irruption de ces images, l'effraction, on pourrait dire, qu'elles font à l'intérieur du film, ces images brutes, saisies par des manifestants, filmés à chaud et empruntées aux réseaux sociaux. Ça donne une matière et ça ouvre la fiction sur autre chose, sur une autre dimension, et ça fait du film un film d'intervention immédiat, direct, puisqu'il succède, le tournage succède immédiatement les événements, il les prend en charge, il en est contemporain en partie, et Rassoulov avait à cœur de parler de cela. D'abord parce que ces manifestations qui ont été très violentes, qui ont conduit à beaucoup d'arrestations, une sorte de panique aussi du régime, un peu déstabilisé par ce qui s'est passé. À l'intérieur de ce que raconte le film, dans son récit, ça ouvre un conflit de génération, en quelque sorte, sur lequel va avancer un petit peu toute la fable du film. Ce film-là, de Rassoulov, il va d'abord s'inscrire dans un courant du cinéma iranien qui est le film domestique, la fiction domestique, et plus généralement, je vous avais cité quelques films au début, je pourrais vous redonner les noms des réalisateurs qui m'avaient échappé tout à l'heure, Leïla et ses frères de Saïd Roustahi, et puis Une séparation, ou Le témoin d'Asghar Farhadi. Ils sont des cinéastes iraniens également assez connus. Il y a une fiction
un type de fiction à laquelle se range Rassoulov, qui est très caractéristique du cinéma d'auteur iranien, ça va être la construction d'un suspense moral à l'intérieur d'un clan familial, d'un petit groupe de personnages. Cas moral, suspense moral qu'on va... qui va se nouer petit à petit, qui va se resserrer et qui ici correspond assez fortement au film, dans le sens où il y a une sorte de crescendo, de pression progressive qui s'empare des personnages, qui les prend au piège de quelque chose. Et c'est un type de film qui se passe beaucoup en intérieur, dans les voitures, dans l'habitacle des voitures, etc. Très resserré sur le cadre familial et qui fonctionne beaucoup à base de dialogue. C'est un art dialogué, ce sont des échanges, des confrontations entre les personnages, des configurations entre le petit groupe de personnages qu'on a, duo, trio, face à face, etc. Tout est très dialogué, sont surtout des échanges verbaux en quelque sorte. Et c'est vraiment une des modalités du cinéma d'auteur iranien qui fonctionne beaucoup sur ce modèle-là et qui se structure autour de ces suspens moraux. On a une casuistique morale. Casuistique, ça veut dire un cas extrêmement compliqué à démêler. Et ici, ce cas se cristallise sur une double introduction au sein du foyer, une double intrusion à l'intérieur de la cellule familiale. Quelle est cette double intrusion ? C'est les premières images du film. D'abord, ça va être la séquence d'ouverture, c'est-à-dire l'arme, le pistolet, le revolver que le père va ramener avec lui à l'intérieur du foyer et qui va introduire une première forme de perturbation. Première forme de perturbation parce que qu'est-ce que c'est que cette arme ? C'est d'abord le symbole de sa promotion. Il a été promu, il est devenu juge d'instruction, il est devenu une sorte d'agent du régime en quelque sorte, et donc cette arme qu'on lui confie pour sa protection est aussi une forme de sceptre de pouvoir, de force et instrument de violence aussi, qui s'invite au cœur du foyer. La première image du film, ce sont les balles qu'on lui confie, qui tombent sur le bureau de son collègue, etc. Et il ramène cette arme avec lui qui sera un ferment de désordre et de perturbation à l'intérieur du foyer, puisque toute l'intrigue se construit sur la disparition de cette arme, la difficulté dans laquelle est mise le père, Iman, qui est un bon petit soldat du système, comme on l'a bien compris. J'ai dit double intrusion. J'en profite pour faire une petite observation sur une image qui sera récurrente à l'intérieur du film et qui se présente dès le début. Alors il y a les balles et puis il y a Iman qu'on voit dans les couloirs imagine les bâtiments administratifs, le tribunal révolutionnaire pour lequel il travaille. Et dans ces couloirs, il y a imagine une forme de décoration ou des espèces d'effigies en carton, des figures, des silhouettes comme ça en carton qui sont disposées. On imagine une forme de décoration, mais en même temps, c'est une image assez forte dans le sens où ces espèces de silhouettes à plat comme ça, de figures en carton, vont désigner un petit peu aussi les hommes de paille du système, cette fausse humanité de pantins comme ça, qui sont tous un petit peu manipulés et surveillés par le régime. Il y a une sorte d'humanité à plat, de fausse humanité comme ça qui se dessine dès le début du film à travers ces... Et le plan reviendra, Rassoulov insiste beaucoup là-dessus, il y a pour lui quelque chose qui fait image là-dedans, dans ces figures en carton, qui n'ont pas de profondeur, d'épaisseur, ni de relief, et qui sont ça nous met en rapport avec la façon dont Iman est lui-même un bon exécutant, un garant de l'ordre des choses, une sorte de chien de garde du système. Parce que, on le comprendra, il est pris dans une chaîne de soumission en fait. Il n'est que le relais d'une chaîne de soumission descendante qui part du haut et qui se termine dans le foyer où lui-même exerce sa domination. Donc ça, on pourra évidemment
en rediscuter. J'ai dit double intrusion, intrusion de l'arme, mais c'est pas tout. Une deuxième intrusion qui est celle de la jeune étudiante que les deux filles du foyer vont ramener avec elle, et qui elle aussi va ramener quelque chose dans cette cellule familiale, c'est-à-dire ce qui se passe à l'extérieur. Le mouvement politique est en train de naître, la protestation, et puis aussi les vues de la jeunesse qui ne sont pas exactement partagées par les parents. Donc ça, c'est assez intéressant aussi parce que ça participe de tout ce qui va commencer à se dérégler, à se désynchroniser, à naître un petit peu au sein de ce foyer, à la façon dont le récit se construit. Donc cette double intrusion va, comme ça, remettre en cause un petit peu la structure, cette structure de base, cette première brique de la société iranienne qui est le giron, la cellule familiale. Voilà, alors à partir de là, le film il est bâti en deux, il y a beaucoup de séquences, mais disons très schématiquement en deux grands moments. Il y a une première partie très intéressante où on va mettre un peu le père de côté parce qu'il est très absent, très requis par sa promotion, il est très retenu, etc. Il fait des journées pas possibles. Bon, et donc excellente, formidable idée de Rassoulov. La première partie, le personnage vraiment central, c'est plutôt la mère. Et là, c'est vraiment passionnant parce que la mère, elle est de la génération des parents et elle est quelque part, elle est une sorte d'allié du patriarcat. Elle est garante de l'ordre, elle aussi. Elle essaie de l'inculquer à ses filles. Et voilà, elle partage complètement les visions du père. Il y a cette promotion qui vient d'avoir lieu, l'espoir d'intégrer un plus grand appartement. Il y a un espoir d'ascension sociale qui est porté par ce personnage. Et donc, le pendant de cette ascension sociale, ce qu'il faut garantir, c'est un contrôle strict sur le foyer et surtout une chape qui va peser encore plus sur les filles. Il faut devenir exemplaire, il y a un devoir de respectabilité qui est amplifié et c'est la mère qui va essayer d'être l'agent de cela. Donc elle navigue un peu entre deux eaux puisqu'elle est en même temps aussi extrêmement proche de ses filles. Elle leur passe un peu leur caprice quand elles reçoivent une amie. Elle est un peu, elle a une position extrêmement intéressante parce qu'elle est évidemment, elle est très partagée, elle est très scindée même entre les différents pôles de cette famille. Donc c'est un personnage absolument passionnant qui à la fois est garante de l'ordre et de l'ordre social aussi. Ça repose beaucoup sur ses épaules. Et puis et en même temps, elle ne peut pas faire autrement que de s'identifier aussi en partie à ses filles auxquelles elle essaye d'inculquer cet ordre. Donc, partie extrêmement intéressante qui est très axée sur le foyer, l'intériorité du foyer, les perturbations de tout ce qui vient de l'extérieur. Alors, on l'a dit, il y a deux intrusions, j'en ai parlé, mais il y a aussi les bruits de l'extérieur, les manifestations qui se tiennent, les cris qu'on entend et qui percent à travers les fenêtres, tout ce qui vient de la télévision, des réseaux sociaux, etc. Tout ce qui cerne un petit peu cette intériorité assiégée que serait l'appartement. Voilà, donc ça c'est assez intéressant. On voit qu'il y a une situation politique qui s'impose à ces personnages. Et ce qui est très intéressant, et là où je dis qu'il y a un conflit de génération, c'est que entre les parents et les filles, c'est pas du tout la même façon de réagir à cette situation politique. Les parents, c'est intéressant aussi le partage que le film fait à ce niveau-là. Entre parents et enfants, il n'y a pas les mêmes façons de s'informer. Les parents, ils regardent la télévision. Donc ils ont la propagande officielle en fait. Et ils y croient. Et ils choisissent d'y croire. Voilà. Ils sont alimentés par ça. On voit la mère devant la télé, qui veut écouter la télé, qui regarde le journal télévisé et qui s'endort devant. Donc il y a une forme d'adhésion à ce qui circule par ce canal-là. Et les filles, elles ont les téléphones portables, elles ont les smartphones. Donc c'est les réseaux sociaux.
c'est ces images qui sont prises à vif sur le site des événements et qui leur parviennent par des canaux beaucoup plus réticulaires, c'est-à-dire en réseau, quoi, hein, tout simplement. Et donc des images intempestives, non officielles, non contrôlées, qui ne passent pas par les canaux ordinaires de diffusion, qui sont des images beaucoup plus sauvages, intempestives, violentes, hein, mais qui leur parlent en direct de ce qui se passe. Donc c'est là où on voit qu'il y a deux niveaux, hein, dans la perception politique de ce qui est en train de se passer à ce moment-là à Téhéran, dans la rue, qui concerne les étudiants, etc. Et les parents essayent de recréer une sorte de coupure, hein, avec la société, avec ce qui se joue à l'extérieur, dans la rue. Ne parlez pas à vos camarades de classe, restez à l'intérieur, ne sortez pas, ne vous mêlez pas avec ces gens. On essaye les parents essayent, eux, de créer ce qu'on appellerait, psychanalytiquement ou autre, une forclusion, c'est-à-dire une intériorité coupée complètement hermétique à l'extérieur. Voilà, donc et surtout ce jeu d'échelle, de rapport, c'est là-dessus que le film est extrêmement précis, en décortiquant tout ça, en montrant un petit peu ce qui se joue entre chacun des personnages. Alors bien sûr, il y a deux sœurs, l'une, elle est déjà majeure, elle a 21 ans, elle est étudiante à l'université, puis l'autre, elle est plus jeune, elle est plus en phase, je dirais, avec une sorte de... plus en prise avec une forme de pensée libérale ou d'occidentalisation, on va dire. On sent que voilà, ça passe, c'est plus poreux à travers elle, et c'est elle qui va représenter un petit peu ça. Et puis voilà, alors, la famille, c'est un tas de degrés, et ça va être évidemment tous ces nœuds de rapport qui vont être décortiqués et travaillés par le film. Alors là-dessus, bon, on pourra revenir, développer, bien sûr. Qu'est-ce que il y a voilà, alors ça c'est la première partie, plutôt la mère, et puis dans la deuxième partie, le père va prendre le relais et on va voir un petit peu comment ça se développe. Autre principe de construction du film, je l'ai un petit peu évoqué, ça va être le crescendo, le fait simplement de montrer, en essayant de le dramatiser, à quel point cette famille, cette cellule familiale est gagnée en même temps que alertée sur la situation politique. Elle va être gagnée par une forme de paranoïa, c'est-à-dire que la logique du pouvoir, la logique qui va transiter à travers le père et qui va se refléter qui va être injectée dans la cellule familiale, c'est la logique paranoïaque. Le fait d'être dans une société où prime la surveillance, les chaînes de contrôle, les interdépendances, et où chaque geste, chaque mouvement est surveillé, commenté. Il y a toujours l'œil des gardiens de la Révolution qui est quelque part, et donc voilà, il y a cette surveillance généralisée qui installe un climat complètement paranoïaque. Et le film va montrer à quel point ça s'accentue, ça s'accélère, puisque le père va emmener toute sa famille chez une sorte d'inquisiteur acquis aux techniques modernes de psychologie pour les faire parler, puisqu'il y a des micros chez son collègue, ils sont sur écoute, puisque à un moment... on est toujours susceptible d'être entendu, surveillé, etc. Donc il y a cette logique de surveillance et complètement paranoïaque qui va s'infiltrer à l'intérieur de la famille, à tel point que, et jusqu'au délire d'ailleurs, puisque le père va enfermer la mère, les filles dans des geôles, il les traîne à l'écart, il va les soumettre, les placer devant une caméra pour essayer de les faire parler, il veut leur faire accoucher d'une sorte de vérité. Voilà, il y a une fièvre paranoïaque qui s'empare de ce foyer et qui nous parle aussi qui est un reflet à l'échelle du pays de la paranoïa du pouvoir. Voilà, donc le film va fonctionner aussi beaucoup là-dessus. C'est la deuxième partie, la partie où le père qui doit retrouver son âme, qui doit récupérer son âme sous peine d'être déclassé ou
voilà, d'être dégradé à son travail, prend un petit peu les rênes, va être amené à faire une enquête sur sa propre famille, en quelque sorte, à essayer de débusquer le mensonge ou la traîtrise à l'intérieur de sa famille. Alors là, le film a encore quelques belles parties. Moi, je trouve qu'il progresse assez bien et il est assez fin pour nous montrer comment, voilà, comment infuse cette, ces logiques de surveillance, de paranoïa. Et puis, il y a un moment, moi, je trouve à la fin, à partir du moment où il va emmener ses filles dans la résidence familiale, à la campagne, etc., où c'est là où pour moi le film commence à bloquer un petit peu, à basculer dans autre chose que je trouve un peu plus discutable. En tout cas, ce sera sans doute un terrain de discussion qu'on va avoir dans quelques instants. Je vous le donne et puis après on fait circuler le micro. Mais il y a un moment où, selon moi, le père cesse un peu d'être un personnage et il devient une sorte de principe plus large. C'est-à-dire, il devient un principe d'oppression, quoi. Le moment où il commence à lui-même entreprendre une démarche. Il filme ses filles, il essaye de les faire parler, etc. Il y a quelque chose de... il y a presque un vouloir dire là, de Rassoulov à ce moment-là qui fait qu'on dépasse un petit peu ce qui pouvait être la logique un peu naturaliste ou descriptive, politique du film jusqu'alors, et où, voilà... les personnages cessent le père en tout cas cesse d'être un personnage à part entière pour devenir principe d'oppression, pour devenir une sorte de figure quasiment folle, maléfique, etc. Et où là on sent que voilà, c'est une forme de colère qui prend le relais et on le comprend tout à fait. Mais pour moi, le film à ce moment-là, il entre dans une autre forme de dispositif. Alors après, il se rétablit d'une très belle manière, je trouve, à la fin, où là, Rassoulov choisit l'abstraction, c'est-à-dire la course-poursuite dans la citadelle, espèce de citadelle abandonnée, des corps complètement incroyables, réels, mais en même temps un peu hallucinés comme ça, où tout à coup, on parle plus. Hein, c'est un film qui a été très basé, axé sur la parole. Et puis là, ce ne sont plus que des chassés-croisés presque abstraits qui vont nous dire le stade de désunion de cette famille et le stade de folie auquel on en est arrivé. Voilà, chassés-croisés dans ce labyrinthe de la citadelle abandonnée qui flotte, qui surplombe un petit peu au milieu d'un paysage très minéral. Où là, voilà, je trouve le film se rétablit en passant par l'abstraction. Mais tout ce qui est un peu allégorique sur le père qui devient à un moment le représentant du régime, en grosso modo, hein, où c'est une figure de l'ordre qui n'est plus que ça, et qui n'est plus qu'un ogre, voilà, prêt à dévorer toute sa famille. Là, ce passage-là, moi, je le trouve, c'est personnel, hein, on peut ne pas être d'accord, je trouve un peu trop, voilà, la parabole assez mastoc, quoi. Et c'est vrai qu'on peut perdre un petit peu l'adhérence au film à ce moment-là. Moi, c'est ce qui m'est arrivé. Mais je trouve qu'il y a un très beau rétablissement, justement, à la fin, par cette abstraction, par ce paysage, ce décor lunaire, hein, presque. Hein, et où là, il arrive à proposer quelque chose de plus large. Oui, d'abord, bonjour, monsieur. Enfin, rebonjour, monsieur. Et merci beaucoup pour votre présentation et surtout pour la diffusion de ce film, qui, personnellement, m'a beaucoup plu. Pour deux raisons, parce que je trouve qu'effectivement il y a énormément de choses dans ce film. Il y a d'une part, peut-être la blessure aussi du cinéaste, parce que si vous nous avez expliqué qu'il a lui-même été enfermé et puis jugé, etc., donc par le personnage principal, le père qui est un juge, ça peut aussi évoquer cette situation. Ensuite, j'ai été très frappée parce que cet emballement qui se produit, comme vous l'expliquez si bien, c'est aussi le résultat d'un système politique, le système iranien. Et d'ailleurs, vous dites que les séances de films que l'on voit, qui sont retranscrites, ce sont des séances qui sont réelles, c'est ça ? Tout à fait. Ouais. Oui. Donc, il y a aussi ce témoignage sur cette société. Et cette famille, finalement, on voit bien, moi ce qui m'a frappé, c'est que le père, au départ, quand il commence son métier, certes, il a progressé, mais on lui fait bien comprendre que maintenant, il est aussi enfermé quelque part, puisqu'il se plaint lui-même de devoir juger des personnes
sans même pouvoir examiner les dossiers. Donc c'est un système arbitraire. En fait, c'est une, comment dire, enfin bon, c'est effroyable. Donc ce cheminement de ce père qui du coup perd racine, moi c'est comme ça que je l'ai ressenti, hein, il perd un peu racine avec sa famille, d'où la mère qui prend tout ça en main, qui est aussi un personnage très ambigu, parce que à la fois, bon c'est sûr qu'il cherche aussi à avoir par cette promotion de meilleures conditions de vie, hein, que les filles puissent avoir chacune une chambre, bon c'est quand même important, surtout quand les jeunes sont adolescents, et en même temps, on sent qu'il n'est pas libre d'exercer ce métier. Donc la mère prend un peu le relais, et elle aussi, elle est pleine de contradictions, parce que vis-à-vis de ses filles, elle va essayer d'imposer un point de vue qui dit, bon, il faut obéir, il faut faire ceci, il faut faire cela, et en même temps, elle les comprend, ces filles, qui se révoltent, puisqu'elle-même, finalement, quand elle soigne cette jeune femme, cette jeune étudiante qui a été massacrée, on va dire, là, elle se dévoile telle qu'elle est, et c'est humain. Je ne vois pas comment on peut faire autrement. Donc je pense que ce film traduit aussi le fait qu'un pouvoir aussi autoritaire que celui qui existe actuellement, et malheureusement dans d'autres pays, moi ça m'a fait penser aussi à l'Afghanistan, quand on voit la situation des femmes en Afghanistan, aujourd'hui, et là c'est pas du cinéma, c'est la réalité. Donc cette société qui est arbitraire, finalement, arrive à détruire une famille. Hein, elle se détruit, les enfants... Bon, vous dites, elle se révolte, c'est pour ça, bon, tout à l'heure, vous disiez un problème de génération. Oui, certes, mais en même temps, c'est aussi un problème de société, quoi. Parce que... Et moi, j'ai beaucoup apprécié toutes ces analyses qui se sont succédées et penser aussi à ce cinéaste qui lui-même a subi cette violence. Et au nom de la liberté de penser, au nom de la liberté de croire, etc., eh ben, on arrive à des situations catastrophiques. Mais merci. Voilà. Et oui, alors deux choses, et puis on continue, parce que je rebondis évidemment. Rassoulov raconte que c'est en sortant de prison qu'il a rencontré un personnage comme ça au sein du tribunal, qui lui a inspiré le film. Hein. Donc c'est aussi partie, évidemment, de son expérience de l'incarcération. Ouais. Et il y a deux choses. Alors, deux choses sur en effet ces deux personnages. Le père, alors, c'est toute la scène du début quand il a une discussion avec son collègue. Hein. Il vient d'avoir le poste et il a immédiatement affaire à la corruption. C'est ça qui se joue à ce moment-là. C'est-à-dire, d'accord, tu as eu ton poste, mais tu vas pas nous embêter avec ton éthique de travail. Et en gros, son travail consiste à signer des documents à charge sur les gens condamnés, hein, qui passent par le système pénal. Et à signer leur condamnation. Et on lui demande de le faire à la chaîne, comme ça, sans aller chercher des preuves. Donc c'est ça la corruption à la base du système. Et c'est là où le film n'est pas circonscrit uniquement à l'Iran. Oui, il l'est en grande partie, il va nous parler de tas de choses typiquement qui se passent ici. Mais la corruption, hein, comment on tient les gens en les faisant monter. Et alors ça, je veux dire, ça concerne tout le monde. Hein. Ça concerne beaucoup, y compris de pays occidentaux, etc. Voilà, donc c'est là aussi où le film arrive à gagner en ampleur. Oui, exactement, oui, tout à fait. Oui, et où il y a une espèce de... Il n'y a quasiment plus de distinction entre l'espace public et l'espace privé, dans le sens où la chaîne de soumission traverse tous les degrés de la société jusqu'à l'intérieur de la famille. C'est ça que le film va décrire, en passant du bureau jusque-là. Oui. Et un mot sur le personnage féminin. Voilà, ce que je voulais dire aussi. Alors ça, c'est pas moi qui le note, c'est dans la critique de ma consoeur Charlotte Garçon, que vous connaissez bien, je pense, parce que vous devez la voir souvent ici. Elle dit un truc, elle note quelque chose de très juste, c'est que le film réagit à chaud sur le mouvement Femmes, Vie, Liberté, on l'a dit, on en a parlé un petit peu, mais il le fait d'une manière absolument brillante, et sans doute un peu souterraine pour les spectateurs français, dans le sens où il brise une convention
de ce cinéma iranien du cocon familial que j'ai pu évoquer un petit peu. Il brise une convention qui est, pour les films tournés en Iran, à Téhéran, à l'intérieur de la famille, dans la maison, les femmes portent le voile. Ce qui est une absurdité, parce que voilà, mais il faut le faire au cinéma, parce qu'on ne peut pas montrer les actrices sans le voile. Hein. Il faut qu'elles l'aient tout le temps, y compris quand elles sont à l'intérieur de la maison, dans le foyer. Et ici, Rassoulov, il ne fait pas que montrer des images des protestations dans la rue ou rebondir à chaud sur ce qui est en train de se passer, le désir de liberté de la jeunesse, etc., et les jeunes étudiantes qui retirent leur voile dans la rue. C'est qu'il va montrer l'intérieur du foyer, où les femmes ne portent pas le voile. Mais il va les filmer, voilà, il le montre, il le fait, et il brise en faisant ça. Alors ça, c'est un geste politique, hein, très fort, et qui n'est à aucun moment revendiqué ou surinvesti par le film. Voilà, c'est très discret, mais il le fait. Et c'est un pas vers le réalisme aussi, hein. C'est en étant réaliste qu'il va montrer ça. Bon, alors ça, c'est pas un apport personnel, c'est Charlotte qui l'écrit dans son texte, et c'est très très bien vu. Alors voilà, je pense qu'il y a d'autres... D'abord, j'ai beaucoup apprécié ce que vous avez pu en dire et aussi ce que Madame a pu dire et que je crédite tout à fait. Je voudrais juste ajouter que dans tout système totalitaire, il y a une pénétration ainsi de pratiquement toutes les institutions jusqu'au groupe familial. Et je ne peux que faire une analogie avec ce qui se passait dans l'Allemagne nazie, où certains enfants ont pu dénoncer leurs parents. On a quelque chose de tout à fait analogue. Hein. Je pense, moi aussi, que ce n'est pas un problème de génération, parce que comme il est dit dans le film même, certains contestataires avaient jusqu'à 70 ans. Donc on est... Certes, vous avez raison de dire que le canal de transmission de l'information n'est pas le même. Télévision et réseaux sociaux. Mais néanmoins, certaines personnes d'un certain âge usent aussi d'autres... et j'en fais partie, n'est-ce pas, usent aussi d'autres moyens de communication. Oui, effectivement, la famille est le dernier groupe à être impacté. On voit que le premier, c'est l'administration, bien sûr, avec la corruption qui s'y développe. Voilà, je voudrais aussi dire, j'ai presque terminé, ne vous inquiétez pas, je voudrais aussi dire que les frustrations cumulées génèrent une agressivité intempestive, réactionnelle, comme on a pu le voir, après une certaine phase plus ou moins longue d'acceptation, telle qu'on la voit s'exprimer chez le père, qui accepte de plus en plus les compromissions. Oui, bien sûr. Oui, mais c'est un personnage intéressant aussi, hein, le père. L'histoire de génération, c'est pas tellement pour décrire le mouvement de protestation, ce qui se passe en Iran lui-même. C'est à l'échelle du film, hein, où il y a vraiment. Merci, monsieur. Voilà, c'est pas la même réaction entre les personnages des parents et les personnages des deux filles par rapport à ce qui se joue dehors. On voit que les perceptions ne sont pas les mêmes, hein, et c'était une description vraiment à l'échelle du film, et pas pour... bien sûr qu'il y a des protestataires, des manifestants de tous âges, et heureusement, hein, évidemment, mais quand Rassoulov est amené un peu à schématiser en décrivant l'intérieur de la cellule familiale, et ce qui m'intéresse beaucoup, moi, c'est justement pourquoi, à un moment, les deux jeunes filles ne croient plus ces canaux officiels, ne croient plus ce que leur racontent leurs parents. Il y a un récit qui n'est plus le même, hein, auquel, voilà, il y a une espèce de...
Oui, confrontation réelle, ou une façon de recevoir ce qui vient de l'extérieur qui n'est plus du tout la même. Et Rassoulov arrive à montrer ce décrochage-là. Hein, voilà. Et les deux parents sont pas représentatifs de toute leur génération, ou bien sûr, hein, mais ils sont des gens qui veulent, auxquels le système a promis de les embarquer, de les intégrer, de les faire monter, etc. Donc ils ont une attente par rapport à ça. Et voilà, c'était bien sûr par rapport à cette description-là dans le film, mais je voulais pas requalifier le mouvement de générationnel. Alors attendez, parce que voilà, on fait circuler le micro, hein, c'est pour ça, mais vous inquiétez pas, ça va venir. Donc je vous remercie beaucoup pour vos analyses. Je voudrais en revenir aux acteurs que j'ai beaucoup aimés. Donc j'aurais voulu savoir si avant le film ou après le film, ils sont connus en Iran et s'ils ont été inquiétés. Ah bah oui, ça c'est une bonne question. Je sais pas du tout s'ils sont connus en Iran ou voilà, c'est des acteurs, actrices professionnels. Vous les connaissiez pas avant? Je les connaissais pas forcément avant. Puis bon, voilà, on a aussi ce qui nous arrive ici du cinéma iranien est limité. On connaît pas tout, mais voilà. Bon, en tout cas, c'est des acteurs, des actrices professionnelles qui ont pris un engagement très fort en faisant ce film, parce que la prise de risque, elle est énorme. Rassoulov a quitté l'Iran. Eux sont restés. Sauf les deux jeunes filles, voilà, les deux filles de la famille, elles sont parties aussi. Hein, elles se sont exilées, comme Rassoulov. Elles sont arrivées en Europe. Et puis les parents, eux, sont restés et ils ont été en effet inquiétés par le régime. Hein, voilà, il y a des poursuites, évidemment, qui sont engagées à leur encontre et voilà. Évidemment, c'est à ça aussi qu'on mesure à quel point c'est courageux quand même de jouer, de faire ce film, hein, ne serait-ce que par les conditions complètement clandestines dans lesquelles il a été produit. Donc oui, alors une partie du casting, les deux plus jeunes filles se sont exilées également, et puis les parents ont des problèmes, enfin je les appelle les parents, hein, les deux acteurs qui jouent les parents aujourd'hui ont des gros problèmes. Okay. Merci beaucoup pour votre développement, c'est toujours intéressant de vous écouter. Au sujet de la famille, personnellement je pense que j'ai trouvé ça tout à fait normal. C'est le reflet de la société, tout simplement. Ouais. Par contre, ce qui m'a beaucoup intéressé dès le début, d'ailleurs j'ai vu que le même jour, il y avait Le Monde, Libération et d'autres journaux qui ont parlé de ça. Et moi, ce qui m'a intéressé au début, pourquoi ce courage avec tous les risques? Il connaît l'exemple d'Ala Souani, celui qui a fait le livre qui est devenu l'immeuble Yacoubian. Maintenant, il ne peut plus rentrer chez lui, ses livres ne sont plus permis en Égypte. Le prix Nobel de littérature, il était surveillé. Pourtant, c'était quelqu'un de très important. Et pourtant, c'est pour ça que j'ai beaucoup essayé de comprendre quel est ce simulant. Parce qu'il a fait une œuvre formidable alors qu'il était en danger. Il aurait pu être tué, il aurait pu avoir un accident de voiture, il aurait pu un tas de choses. Et je n'arrive pas à comprendre ce courage énorme qu'il a. Malgré la peur, il a fait une œuvre formidable. Merci beaucoup. Merci. Alors, moi, j'ai pas de réponse à... C'est une belle remarque. Je pourrais pas expliquer le courage. Non, voilà, c'est aussi le rôle de l'artiste à un moment dans une société. C'est aussi de... Hein, ça peut rejoindre comme ça les fonctions du martyr ou alors du bouc émissaire ou de celui qui va dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Voilà, heureusement qu'on a quand même des personnes comme ça qui sont capables de transgresser, de bousculer ces interdits-là, et puis quand même c'est l'enjeu de la liberté d'expression, quoi. Hein, mine de rien, ce qu'a fait Rassoulov là, en tournant. C'est un film de, j'ai plus la durée exacte, mais tourner 2h40 d'une fiction aussi maîtrisée malgré tout. Hein, et même si je pose des petites limites personnelles ou si je pointe des choses comme ça, le film est quand même très impressionnant. Arriver à le tourner clandestinement,
dire ça, montrer des femmes sans voile à domicile, ça a l'air de rien, c'est énorme en fait, hein. Et puis de montrer le délire du régime, la folie dans laquelle ça bascule, la violence, hein. Les images prises sur les réseaux sociaux, là, quand on dit les petites bandes là comme ça, des images très brutes, ben, ça montre les violences policières, on les a sous les yeux là, c'est quand même... Bon, ça, c'est quand même une pierre, une contribution majeure à la liberté d'expression, parce que c'est vraiment l'étouffoir. Il y a la censure, hein, il y a un contrôle sur les œuvres artistiques qui rejoint un petit peu tous les dispositifs de contrôle que le film met en scène, hein, parce qu'il parle plus largement, ce film. Quand on voit... l'interrogateur inquisiteur du régime, quand on voit les caméras, les gens qui se filment, qui n'osent pas parler, qui se mettent dans la voiture pour pouvoir échanger, tout ça, ça parle d'un climat qui est beaucoup plus large que ce que le film raconte. Donc oui, c'est pour ça qu'on accueille ce film de Rassoulov comme une pierre à la liberté d'expression, et puis on ferait bien de s'en inspirer pour faire pareil, voilà. Oui, merci pour ce film qui était parfait, excellent. J'ai juste une lecture un petit peu différente sur la dernière partie du film, où vous disiez que le père représentait en fait de façon caricaturale le système dictatorial totalitaire. Moi, au contraire, je le vois comme le début de la folie humaine, c'est-à-dire où vraiment ils rentrent dans leur maison natale, donc on retourne dans la généalogie en fait. Et là il y a un déchirement, les labyrinthes du cerveau, la psyché qui s'emballe, et je le vois beaucoup plus au niveau purement individuel. C'est la déliquescence humaine face à cette impossibilité de trouver du sens à la vie. Il a donné toute sa vie pour évoluer, il est parti de rien, la notion du travail, des valeurs, et il arrive à un non-sens total en fait. Et donc il disjoncte. Je le vois plus comme ça. Oui. Non, mais c'est intéressant, je trouve ça intéressant justement que ça... parce que moi aussi je suis curieux des interprétations qu'il peut y avoir sur ce passage. Moi je trouve qu'il se transforme en une sorte de... Oui, alors ça il pète les plombs, c'est clair, mais il se transforme dans une sorte aussi de Mabuse, quoi. C'est-à-dire qu'il va lui-même incarcérer sa famille, il devient une sorte de super patriarche qui contrôle tout, qui prend des témoignages avec sa caméra, il les filme, etc. Et puis alors ça se confronte avec les images, les archives familiales des vacances au bord de la mer où il était doux et gentil, etc. Il chantait sa chanson. Et puis il y a les photos de famille aussi à l'intérieur, de pourquoi tu mets la main comme ça, etc. Oui, alors c'est bon. Voilà, moi je veux pas plaquer mon interprétation, hein, ça reste bien sûr libre et c'est intéressant d'avoir toutes ces confrontations-là. Moi, j'ai l'impression qu'à ce moment-là, Rassoulov en fait vraiment, presque une métaphore, la métaphore du système, la métaphore de l'ordre. Il se met à incarner autre chose, et puis il prend une dimension pour moi tellement noire, tellement obscure, tellement extrême en fait, que quelque part ça va beaucoup plus loin que ce qu'était le régime un peu naturaliste du film qu'on vient de traverser en fait, et que là, en fait, j'ai l'impression, et on peut en discuter par la suite, j'ai l'impression qu'il pousse les curseurs très loin à ce moment-là. Hein, alors qu'au début, c'était vraiment précis, mesuré, avec une description fine des relations familiales. Et là, on a l'impression que, oui, alors c'est vrai, vous dites, il bascule dans une dimension mentale. Ah oui, c'est peut-être ça, c'est peut-être... la part d'inconscient, ou alors aussi peut-être le symbolisme du cinéaste qui se déchaîne un petit peu à ce moment-là. Bon, alors moi je décroche un petit peu à ce moment-là. J'avoue que je me dis, waouh, ça va loin. Il est très en colère, Rassoulov. Il veut absolument faire de cette famille l'image
de tout le système, quoi. Enfin, quelque chose qui regrouperait le problème du pays tout entier. Et je trouve que c'est lui faire peser un peu beaucoup de choses sur les épaules à cette famille, qui reflète bien des choses, qui est traversée par bien des problèmes, et heureusement, et le film décrit ça extrêmement bien. Et puis là, je trouve que, voilà, c'est oui, le curseur va très très loin, et bon, moi je décroche. Mais j'entends bien, et je prends ça comme une très belle proposition qu'il y ait, en effet, à ce moment-là, une bascule mentale, psychiatrique, et qu'on rentre presque dans l'inconscient du système, en quelque sorte, où cet endroit presque où se connecte la subjectivité familiale et la pénétration par le régime de la folie à ce moment-là. Ouais, c'est vrai que la folie, c'est une belle piste pour cette fin de film. Donc merci. Voilà, moi je voulais reparler de la femme, de son rôle central, pour moi qui est central dans le film, parce que je trouve que c'est comme la femme qui a toujours le péché originel en elle, parce que lui, il est venu lui parler de son problème au début. Il lui a dit, on m'a confié un travail, mais il faut que je signe des exécutions sans les fouiller, sans savoir si elles sont vraies ou pas. Et il avait une conscience, il était presque peut-être prêt à renoncer s'il avait une autre parole devant lui, face à lui, et elle lui a dit mais non, c'est pas toi qui le fais, puisqu'en amont il y a quelqu'un qui décide. Enfin, ça me fait penser à la collaboration en fait. C'est les collaborateurs, c'est ce qu'ils disaient, c'est pas moi, on m'a dit de le faire, j'étais obligée de le faire, et elle lui a insufflé cette idée, et elle est rentrée en lui. Et du coup, ça l'a dédouané de ses remords. Et peut-être qu'il aurait pu avoir des remords et renoncer à tout ça, et rien de cela ne serait arrivé. Voilà. Oui. Enfin, c'est aussi une fiction ce que je dis, hein, mais c'est possible. Non, mais c'est un personnage vertigineux, la mère de famille. Najmeh, je crois, elle s'appelle. Hein. C'est un personnage vertigineux, et je trouve qu'il a été... il l'a formidablement bien dépeinte. Parce qu'il montre... Voilà, je veux dire, le film un peu binaire aurait dit le patriarcat c'est le père, il faut tuer le père, machin, il faut le déboulonner. Mais non, il y a bien... Le patriarcat s'incarne bien largement au-delà des hommes, et il est, aussi relayé par les mères de famille, bien sûr. Par l'ordre, évidemment. En fait. Par l'ordre. Mais voilà, parce que c'est des formes d'alliance extrêmement complexes. Ouais. Et en plus, Rassoulov, il est fin, il va pas la charger. Il montre bien à quel point aussi elle est un peu tiraillée dans cette position-là. Et qu'il y a quelque chose quand même qui l'identifie à ses filles, qui l'amène quand même un peu à essayer de les comprendre. Oui, c'est comme avec ses filles. À la fois, elle leur dit qu'il ne faut pas qu'elles sortent, qu'elles se montrent, mais en même temps, elle va les aider quand il va y avoir danger pour cette jeune fille. Elle va être là. Donc, elle est dans l'ambiguïté tout le temps, dans deux rôles, quoi, dans deux façons d'être, quoi. Et ça que j'aime bien, c'est pas blanc ou noir, c'est pas je suis comme ça, je suis. C'est ça que j'aime bien dans ce film, moi. Oui, bien sûr. Alors, il y a en fait, ce que le film, je trouve, rend très bien sensible à travers ce personnage de Najmeh, c'est le rôle social, le masque qu'on porte, la façon dont on intègre les limites et les interdits d'une société comme une leçon qu'on a apprise, quelque chose qui est dans son corps, dans sa personne, et puis presque comme un habit, quoi, une défroque, un rôle. C'est un rôle social qu'elle a appris à assumer, et c'est assez fort. Et l'actrice est formidable. Elle est superbe, quoi, dans on sent qu'il y a une compréhension profonde des enjeux de cette position-là. Qu'est-ce que c'est qu'être mère de famille ? Qu'est-ce que c'est que cet empire du domestique, cet espace auquel elles sont assignées ? Parce que, en étant film d'appartement, le film nous montre les femmes, parce que c'est leur espace. On voit bien que, alors bien sûr, elles prennent la voiture, circulent dans la société, mais quand même, on les invite à plutôt rester là. C'est assez clair, le père dit voilà, vous mêlez pas trop. Mais voilà, et en même temps, Rassoulov investit cet espace-là et nous montre. Et voilà. Et oui, je trouve que c'est un personnage en effet intéressant parce que
presque contre son identité, Nadjmeh, elle a intégré les intérêts de son mari, du patriarcat, de l'ordre, de la société et tout ça. Donc c'est un personnage scindé. Alors attendez, oui, tiens, si. Mais justement, non, mais ça s'intègre, hein, puisque c'est à propos de la mère. Bien sûr. Il y a deux petites scénettes qui, je trouve, se font écho et qui ressortent un petit peu sur le film. C'est la première où elle enlève les balles, toutes les petites boules sur la jeune fille, et après elle rase, elle fait la barbe de son mari. Et je trouve que c'est les deux seules scènes qui sont que musicales et qui sont pas du tout d'ailleurs dans l'esprit du film. On a l'impression que ça vient comme deux petites bulles et elles se font peut-être écho et parlent de la mère à leur façon. Oui, c'est des parenthèses en effet. Et puis il y a, par deux fois dans ces moments-là, il utilise le ralenti. Donc ces petits moments de suspension qu'il arrive à créer comme ça et qui en effet ponctuent, font respirer quelque chose. Et oui, c'est assez juste en effet. C'est intéressant ce moment-là. Oui, alors moi je voulais venir sur les alliances. Je trouve que la scène qui est très intéressante sur le dernier moment d'alliance, où on sent quand même un peu de doute, mais l'alliance se fait, c'est à la station essence, lorsqu'il se sent suivi, qu'il prévient donc les filles et la mère. Et on sent que là, ça va passer. Enfin, elles sont encore avec lui, mais après, elles l'abandonnent, quoi. Et alors, je voulais revenir sur les actrices. Je crois avoir lu ou entendu que le rôle de la sœur aînée, normalement, devait être tenu par une autre actrice, mais lorsqu'elle a compris qu'elle devait retirer son voile pour tourner en intérieur, elle ne voulait pas. Elle a refusé parce qu'elle a eu peur. Ouais. Oui, d'après ce que j'ai pu lire aussi, j'ai pas tout lu les interviews de Rassoulov, il y en a eu pas mal. Ça a été très difficile de réunir un casting. Il y a eu beaucoup de défections, etc. Et voilà, il y a eu plusieurs tentatives et tout, et ça a été vraiment un des problèmes d'arriver à trouver des acteurs et les actrices qui voudraient le faire. Oui, et la scène de la station essence, tout à fait, avec les deux lanceurs d'alerte là, c'est un peu ça, c'est des lanceurs d'alerte. Et là, on est complètement dans le délire paranoïaque du père. Alors, on comprend bien pourquoi, parce que il en va de son poste, il en va de sa promotion et tout. Évidemment, il essaie de fuir. Son nom a été dévoilé sur les réseaux, etc. Mais tout de suite, ce qui est intéressant dans cette scène, c'est qu'il prend tout de suite le rôle du tracker prédateur, c'est-à-dire il va se mettre à les poursuivre en voiture. Il y a tout de suite une espèce de démarche policière qui s'enclenche, ce qui montre bien aussi son état d'esprit. Ce que je voulais surtout exprimer, c'est qu'en fait, les filles qui, théoriquement, politiquement, soutiennent plutôt la révolution des femmes et des hommes qui soutiennent les femmes, là, pour le coup, c'est le moment où elles ont encore à choisir, puisque théoriquement, elles devraient se mettre contre le père et soutenir les deux individus, et elles vont une dernière fois soutenir le père. En le prévenant que le téléphone qui est censé le filmer et retransmettre en direct ne capte pas. Et c'est elle, en effet, qui le sauve une dernière fois. Ouais, c'est vrai. Le film est très bien construit, là, en crescendo, où on voit évoluer les personnages, tous, aussi bien le père qui souffre de cette situation. Quand il rentre chez lui le soir, d'avoir signé toutes ces exécutions, il le fait à contre-cœur, ça lui pèse. Et on voit la femme qui évolue aussi, toute son attitude vis-à-vis de son mari, très dévouée, très soumise dans ce rôle de femme au service de son mari. On voit vraiment toute cette société, la peinture de la société. Et en même temps, le raffinement de cette civilisation persane. J'ai été sensible aux intérieurs, aux vestimentaires, à toute cette esthétique et tout ce raffinement
même la façon, l'intériorité des personnages, comment il a approfondi les personnages, c'est très raffiné, c'est une société très raffinée. J'ai été sensible à ça aussi, qui apparaissait dans le film. Ça, c'est le bonheur du cinéma, quand des films nous viennent de très loin et qu'on découvre des modes de vie, des architectures, puis qu'on se reconnaît à travers justement ces différences culturelles, etc., qu'on est capable de suivre les histoires et de se situer par rapport à elles. Bon, ça, c'est ce qui est génial au cinéma. Et puis, simplement, je rebondis juste un petit peu. En effet, il y a quelque chose d'intéressant c'est une civilisation très ancienne, civilisation persane, qui a été, et c'est un tabou aussi de la théocratie, qui a des racines pré-islamiques. Il faut bien le dire, racines culturelles pré-islamiques. Et j'ai l'impression que c'est aussi ce que vient nous rappeler la citadelle à la fin. Cette citadelle abandonnée, antédiluvienne, bon, le mot n'est pas approprié, mais qui vient de très loin, qui vient peut-être d'avant. On ne sait pas, qui rappelle aussi peut-être un passé d'avant tous ces codes et ces lois peut-être un peu pesantes. Oui, tout à fait. Voilà, donc, et ça c'est un tabou. Oui, c'est un film très réussi, tellement riche et tourné dans des conditions extraordinaires. Vraiment, c'est un très beau témoignage. Bon, je crois qu'on pense qu'on a fait un beau tour du film. Merci à tous pour vos prises de parole et vos interventions. Merci. Et puis, on se retrouvera alors, pas tout à fait le mois prochain, mais le 1er décembre pour la projection de la Palme d'Or de Cannes qui s'appelle Anora. Très bien. Voilà. Et voilà. Merci. Venez, ça va être bien.